Emergency. Hello, call the fire engines, please. What's wrong? It's on Maylands Avenue. There's been an explosion. En ce dimanche matin tranquille du 11 décembre 2005, la ville de Hertfordshire a été secouée. Une puissante explosion a rompu le silence de l'aube, faisant trembler le sol avec la force d'un véritable tremblement de terre. Le bruit était si fort qu'il a été entendu dans 3 pays, la Belgique, la France et les Pays-Bas. Les habitants, réveillés par la secousse, ont vu à l'horizon un énorme panache de fumée noire s'élever dans le ciel sur des centaines de mètres. Ce qu'ils observaient était le début du plus grand incendie en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les flammes, visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde, ont englouti le dépôt pétrolier de Mansfield, à la périphérie de Hemel Hempstead. En un clin d'œil, la banlieue paisible de Londres s'est retrouvée au cœur d'une catastrophe qui restera dans les annales de l'industrie britannique. Et pourtant, malgré l'ampleur apocalyptique des dégâts, ce que beaucoup qualifient de miracle s'est produit. Aucune victime n'est à déplorer dans l'incendie qui a fait rage pendant 5 jours. Mais comment un site moderne doté de systèmes de sécurité à plusieurs niveaux a-t-il pu se transformer en un brasier infernal ? Qu'est-ce qui a provoqué cette catastrophe qui a bouleversé les règles de sécurité industrielle dans tout le Royaume-Uni ? Pour comprendre comment cette catastrophe s'est produite, il faut revenir quelques heures en arrière, dans un monde où une seule défaillance inaperçue a déclenché une réaction en chaîne aux conséquences dévastatrices. Le dépôt de carburant de Mansfield était situé à la périphérie de Hemel Hempstead, à environ 1 heure de route au nord de Londres. Ce n'était pas un simple entrepôt de carburant, mais un site stratégique, le 5e plus grand terminal pétrolier du Royaume-Uni, avec une capacité de stockage d'environ 273 millions de litres. Construit en 1968 par la société George Wimpey, Mansfield avait été initialement conçu pour être utilisé par les géants du pétrole. Le terminal faisait partie d'un vaste réseau reliant des réservoirs de pétrole à travers tout le pays par des pipelines souterrains. Ce système ramifié permettait de transporter efficacement le carburant des grandes raffineries vers les points de distribution. En 2005, Mansfield était devenu un nœud clé de l'approvisionnement en carburant de tout le sud-est de l'Angleterre. L'essence et le kérosène stockés ici alimentaient les plus grands aéroports britanniques. Chaque jour, des centaines de milliers de litres de carburant transitaient par le terminal, assurant la sécurité énergétique de la région. La partie nord-ouest du complexe, où se trouvaient 6 grands réservoirs numérotés de 910 à 915, revêtait une importance particulière. C'est précisément le réservoir 912 qui allait être l'épicentre de la catastrophe. Les réservoirs étaient disposés de manière compacte pour optimiser l'espace et entourés d'un bund, mur en béton armé solide, destiné à retenir tout déversement de carburant. La sécurité du site était assurée par un système complet de capteurs, d'alarmes et de moniteurs de niveau de remplissage. Chaque réservoir était équipé d'un capteur de niveau manuel et d'un interrupteur de niveau indépendant qui devait arrêter automatiquement l'alimentation en carburant lorsque le niveau critique était atteint. Le bâtiment de contrôle était situé au sud des réservoirs et, bien que la visibilité fût réduite la nuit, des caméras de vidéosurveillance permettaient aux opérateurs de contrôler la situation. Tel était le quotidien d'un des plus grands dépôts pétroliers de Grande-Bretagne. Rien ne laissait présager que très bientôt, l'ordre habituel serait bouleversé par une catastrophe d'une ampleur sans précédent. Tout a commencé dans la soirée du 10 décembre 2005, lors d'une opération de remplissage de routine du réservoir 912. Avant la relève du soir, le réservoir avait été préparé pour recevoir du carburant via un système de canalisation. L'opération était standard. Les réservoirs étaient régulièrement remplis, vidés, puis remplis à nouveau afin d'assurer le fonctionnement continu du terminal. Selon le plan, le réservoir 912 devait être alimenté en carburant. La vitesse de remplissage prévue signifiait que l'ensemble du processus prendrait environ 14 heures et que le changement de direction du flux devait avoir lieu vers 4 heures du matin le 11 décembre, lorsque le réservoir serait plein. Mais ce processus habituel a été perturbé par des défaillances techniques qui ont ensuite été identifiées par la commission d'enquête sur les accidents majeurs comme les facteurs clés de la tragédie. La première erreur critique provenait du capteur de niveau. Après une maintenance technique en août 2005, le capteur a commencé à coller, affichant des données incorrectes. En réalité, cela signifiait que les opérateurs dans la salle de contrôle voyaient des informations erronées sur la quantité de combustible dans le réservoir. Le deuxième maillon de la chaîne des défaillances a été la panne d'un interrupteur indépendant de haut niveau. Ce dispositif était la dernière ligne de défense. Il devait automatiquement couper l'alimentation en carburant si le niveau dans le réservoir dépassait la limite de sécurité et déclencher une alarme.
À 4 heures du matin, lorsqu'il était temps de modifier l'itinéraire d'alimentation en carburant, l'écran de la salle de contrôle indiquait que le réservoir 912 n'était rempli qu'à 96,4% et le processus s'est poursuivi. À ce moment-là, un problème indépendant est survenu avec le système de chargement des camions-citernes. Elle a nécessité l'intervention du superviseur de la salle de contrôle qui a dû s'absenter. Cette combinaison de facteurs, système de sécurité défectueux, absence de contrôle régulier, inattention de l'opérateur, a créé les conditions idéales pour une catastrophe. Total et les autres organisations responsables de divers aspects du fonctionnement et de la maintenance du terminal n'ont pas été en mesure d'assurer le niveau de sécurité requis. L'augmentation de la capacité du dépôt a conduit les opérateurs à se concentrer davantage sur la rapidité du travail que sur la vérification des systèmes de sécurité. En raison de ces facteurs, personne ne se doutait que, derrière les murs de la salle de contrôle, des conséquences irréversibles étaient déjà en train de se produire. À 5h30 du matin, le 11 décembre, à l'insu du personnel de la salle de contrôle, le réservoir 912 a commencé à déborder. L'essence s'écoulait silencieusement par les bouches d'aération du toit et coulait le long de la paroi extérieure vers le renfort en béton autour du réservoir. Le capteur défectueux continuait d'indiquer que le réservoir n'était rempli qu'à 96,4% et l'alarme reliée au disjoncteur de niveau élevé restait silencieuse. Dans l'obscurité de ce matin de décembre, le carburant déversé s'est mis à s'évaporer, formant un mélange inflammable de vapeur d'essence et d'air. Ce gaz invisible mais mortel a commencé à se répandre dans le dépôt. Une légère brise matinale a emporté le nuage loin du bâtiment de contrôle, où les opérateurs, qui ne se doutaient de rien, continuèrent leur travail. Vers 5h45, la situation s'est aggravée. En raison de la fin d'une autre opération de pompage dans le dépôt, le débit de essence vers le réservoir 912 a augmenté. Cela n'a fait qu'accélérer le débordement et rapidement le volume de carburant déversé a atteint la quantité incroyable de 400 000 litres d'essence. Selon l'enquête du MIIB, le nuage de vapeur d'essence avait alors atteint un diamètre d'environ 360 mètres, se répandant sur les parkings, les bâtiments et les zones environnantes. La concentration de vapeur dans ce nuage était dangereuse et susceptible de s'enflammer à la moindre étincelle. Certains conducteurs de camions-citernes présents sur le site ont déclaré plus tard avoir senti une forte odeur d'essence. Cependant, dans l'agitation qui a précédé l'aube, personne n'a eu le temps de transmettre cette information à la salle de contrôle ni de prendre des mesures. Au fur et à mesure que le nuage de vapeur continuait de s'étendre, le danger augmentait à chaque minute. Invisible pour la plupart des personnes présentes sur le site, ce nuage de vapeur avait un potentiel destructeur équivalent à plusieurs tonnes d'explosifs. Vers 6h du matin, quelqu'un sur le site du dépôt a finalement remarqué le problème et a déclenché manuellement l'alarme incendie. Cette action a mis en marche la pompe à incendie qui était située dans un local spécial sur le site. L'ironie de la situation réside dans le fait que le système de protection contre les incendies a été le déclencheur d'une catastrophe sans précédent. Le nuage de vapeur saturé d'essence est entré en contact avec une étincelle, créant les conditions idéales pour une explosion extrêmement puissante. À 6h01 du matin, le 11 décembre 2005, une explosion puissante, équivalente à la détonation de 29,5 tonnes de TNT, s'est produite. Le nuage de vapeur d'essence enflammée a créé une onde explosive d'une force colossale. La Terre a tremblé et le service géologique britannique a enregistré une secousse d'une magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter, semblable à un petit tremblement de terre, ce qui est très rare dans cette région. L'onde de choc s'est propagée sur plusieurs kilomètres, brisant les fenêtres et les portes des maisons, des écoles et des églises. Dans les bureaux de la société Northgate Information Solutions, située à proximité du dépôt, l'explosion a brisé toutes les fenêtres. Par chance, en raison de l'heure matinale, seuls 4 employés se trouvèrent dans le bâtiment, qui compte habituellement 400 personnes. David Mitchell, qui habite à 400 mètres du dépôt, a raconté plus tard aux journalistes qu'il avait senti sa maison trembler et vibrer. Sa fille de 5 ans a dormi pendant l'explosion, mais s'est réveillée au milieu des dégâts, murs fissurés et fenêtres brisées. La réparation de leur maison a finalement coûté 200 000 livres sterling. L'explosion a immédiatement enflammé l'essence qui s'était répandue et le feu s'est rapidement propagé au réservoir 912, puis au réservoir voisin. En quelques minutes, les flammes ont envahi 20 grands réservoirs de carburant. Des colonnes de feu s'élevaient à des centaines de mètres dans le ciel et un nuage de fumée noire était visible à 110 km jusqu'au Lincolnshire. La situation s'est aggravée à la suite d'explosions survenues à 6h27 qui ont contraint les pompiers arrivés sur place à se retirer temporairement pour leur propre sécurité. Ces explosions secondaires ont accru la panique parmi les habitants.
La police locale, qui soupçonnait initialement que les explosions pouvaient être le résultat d'une attaque terroriste, a commencé à évacuer d'urgence le quartier. Les gens ont quitté leur maison en toute hâte, fuyant la fumée et le risque de nouvelles explosions. Beaucoup sont partis sans savoir s'ils pourraient un jour revenir. À 6h08, l'état d'urgence a été déclaré, ce qui a déclenché la coordination entre la police, les pompiers et les services médicaux. Environ 150 pompiers ont été appelés en urgence sur les lieux. L'autoroute M, voisine, a été fermée dans les deux sens afin de limiter l'accès au lieu de l'incident et de permettre aux services d'urgence de circuler librement. À 7h du matin, environ 25 camions de pompiers, 20 véhicules de secours et jusqu'à 180 personnes étaient déjà sur place. Leur tâche principale était d'abord de contenir le feu, puis de l'éteindre. Il s'agissait de l'un des plus grands incendies de l'histoire du Royaume-Uni et des ressources provenant de tout le pays ont été mobilisées pour le combattre. À midi, le 11 décembre, 6 heures après la première explosion, seuls 10 des 20 foyers d'incendie avaient été éteints. Les pompiers étaient confrontés à un problème majeur. Même s'ils parvenaient à éteindre le feu dans un réservoir, celui-ci pouvait se rallumer à cause des nombreux incendies à proximité. Sous un gigantesque nuage de fumée noire, entouré de flammes, Bansfield est devenu l'épicentre d'une catastrophe comme le Royaume-Uni n'en avait pas connu depuis des décennies. Il a fallu 5 jours de travail ininterrompu aux pompiers pour éteindre complètement l'incendie de Bansfield. Les principaux foyers ont été éteints en 2 jours, mais un réservoir a repris feu. Comme il était relativement isolé, les pompiers ont décidé de le laisser brûler naturellement. Ce n'est que le 15 décembre, 5 jours après l'explosion, que le site a été complètement libéré des flammes. C'est en grande partie grâce à l'heure matinale de l'explosion, un dimanche, alors que la plupart des gens étaient chez eux et non au travail, qu'aucun mort n'est à déplorer dans la catastrophe de Bansfield. Cela a été considéré comme un miracle compte tenu de l'ampleur des explosions, des énormes nuages de fumée et des dégâts matériels considérables. 43 personnes ont été blessées, dont seulement 2 gravement. Les dégâts matériels ont touché une vaste zone. Dans un rayon de 2 km autour de l'épicentre, les bâtiments ont subi des dommages importants. Fenêtres brisées, murs fissurés, portes arrachées. Dans un rayon de 7 km, des dégâts légers ont été constatés, tels que des vitres brisées et des cadres de fenêtres fissurés. Le British Geological Survey a recueilli plus de 3000 questionnaires auprès des habitants, confirmant que l'explosion avait été ressentie à cette distance. L'explosion a également causé de graves dommages environnementaux. Environ 300 tonnes d'essence se sont infiltrées dans le sol et les eaux souterraines. La mousse utilisée pour éteindre l'incendie contenait un produit chimique toxique et bioaccumulable. En mai 2006, d'énormes concentrations d'un produit chimique toxique provenant de la mousse utilisée pour éteindre l'incendie ont été découvertes dans un puits près de Bansfield, dépassant de 59 fois les normes de sécurité actuelles. Le puits le plus proche et la station de pompage ont été fermés jusqu'en 2009, jusqu'à ce que les niveaux de cette substance dangereuse redescendent à des valeurs acceptables. Une enquête gouvernementale a révélé que les principaux systèmes de sécurité mis en place pour empêcher le débordement avaient tous échoué individuellement. Ni le détecteur qui aurait dû se déclencher en cas de débordement du réservoir, ni l'alarme qu'il aurait dû activer n'étaient en état de fonctionner. Plusieurs procédures de sécurité mises en place n'ont pas été respectées, et le mur de béton entourant les réservoirs n'a pas pu contenir tout le déversement. Les conséquences juridiques ont été considérables. 5 entreprises ont été reconnues coupables d'avoir enfreint la législation en matière de sécurité et les normes environnementales. Le montant total des amendes et des frais de justice s'est élevé à environ 10 millions de livres sterling. Plus de 2700 demandes d'indemnisation ont été déposées par des habitants et des entreprises locales. Bien que Total et Texaco aient reconnu leurs responsabilités, elles ont ensuite contesté un très grand nombre de demandes, ce qui a prolongé la procédure pendant de nombreuses années. Certaines demandes ont été réglées après près de 7 ans. Même 10 ans plus tard, certains habitants exprimaient encore des doutes quant à la salubrité de l'eau potable dans la région, compte tenu de la quantité de carburant déversé et des produits chimiques utilisés. La catastrophe de Bansfield a entraîné des changements importants dans la législation et les pratiques de l'industrie pétrolière britannique. Étant donné qu'il existait dans le pays un réseau étendu d'installations similaires à celle de Bansfield, une série de nouvelles réglementations ont été introduites à la suite de l'enquête afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. La réglementation régissant le fonctionnement des installations manipulant des substances dangereuses a été considérablement renforcée. Des exigences obligatoires ont été introduites pour des systèmes de surveillance du niveau de carburant plus fiable. Les exigences relatives aux systèmes secondaires de confinement des déversements ont été renforcées, des audits de sécurité réguliers et des tests de résistance obligatoires pour les équipements ont été mis en place.
Le HSE a publié des directives actualisées à l'intention des exploitants de réservoirs de stockage de pétrole qui exigent un contrôle permanent du remplissage des réservoirs, l'amélioration de la conception des digues et la formation régulière du personnel à la gestion des risques. Des systèmes de surveillance automatique plus fiables, dotés de mécanismes de redondance et d'un contrôle à distance, ont été mis en place dans l'industrie pétrolière. Des tests obligatoires, des capteurs de niveau avant chaque remplissage des réservoirs ont été introduits. Les nouvelles normes exigent une plus grande capacité et une meilleure résistance à la pression. Les compagnies pétrolières britanniques ont revu leurs procédures de formation du personnel en mettant l'accent sur la sécurité des processus plutôt que sur l'efficacité opérationnelle. Des exercices réguliers de réaction aux accidents, y compris des scénarios d'incendie majeurs, ont été mis en place. Aujourd'hui, le site de Bansfield a considérablement changé. Après une reconstruction à grande échelle entre 2006 et 2010, le dépôt pétrolier continue de fonctionner, mais à une échelle moindre qu'en 2005. Le terminal continue de recevoir du carburant par oléoduc et de le distribuer principalement à l'aviation et au sud-est de l'Angleterre. Les dommages environnementaux ont été en grande partie réparés. L'Agence britannique pour la protection de l'environnement a effectué un suivi régulier des eaux souterraines et nettoyé les sites contaminés. En 2009, la qualité de l'eau était revenue à la normale et les puits ont été rouverts. L'eau de la région est officiellement reconnue comme potable, bien que certains habitants continuent d'exprimer leurs inquiétudes. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de mémorial officiel ni de plaque commémorative dédiée à la catastrophe à Hemel Hempstead. Cela peut s'expliquer par l'absence de victimes, qui a réduit la demande publique pour commémorer l'événement. Cependant, les habitants et les médias locaux commémorent chaque année la catastrophe, en particulier lors des anniversaires. Les quartiers résidentiels autour du dépôt ont été entièrement rénovés et la vie a repris son cours normal, même si certains habitants continuent de souffrir de séquelles psychologiques. Bansfield reste un symbole de catastrophe industrielle au Royaume-Uni et les leçons tirées de cet accident ont été intégrées dans les programmes d'enseignement sur la sécurité. La catastrophe de Bansfield, le plus grand incendie en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a pas commencé par un événement spectaculaire, mais par une défaillance inaperçue et une série de contrôles manqués. Un seul système de sécurité défaillant, un seul test mineur omis, une seule distraction, et le résultat a été une explosion qui a secoué 3 pays et un incendie qui a pris 5 jours à éteindre. L'histoire de Bansfield nous rappelle à quel point la frontière entre la routine et la catastrophe est mince. Dans un monde de haute technologie et d'automatisation, le facteur humain reste un élément essentiel de la sécurité. La complaisance et le mépris des contrôles se sont avérés tout aussi dangereux que des équipements défectueux. Aujourd'hui, Bansfield n'est pas seulement un site industriel reconstruit, mais aussi un rappel vivant pour l'industrie pétrolière du prix de la complaisance. Chaque réservoir, chaque capteur, chaque système d'alarme est désormais vérifié avec une rigueur redoublée. Et les pompiers s'entraînent à des scénarios qui semblaient auparavant inimaginables. Cette catastrophe est devenue le symbole de la façon dont quelques défaillances invisibles, laissées sans surveillance, peuvent se transformer en une force destructrice, et de la raison pour laquelle la culture de la sécurité doit être une priorité et non une formalité. L'histoire de Bansfield nous amène à nous interroger. Que se passe-t-il aujourd'hui dans les sites industriels situés à proximité de nos maisons ? Quels dangers dormants peuvent se cacher derrière le mur d'une entreprise ordinaire ? Avez-vous déjà été témoin d'accidents technologiques ou de catastrophes industrielles ? Peut-être vivez-vous à proximité d'un site potentiellement dangereux ? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela augmente considérablement ses chances d'apparaître dans les recommandations YouTube. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos sur des catastrophes incroyables. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains épisodes.